Et j'ai pris conscience, enfin, je me suis dit, si j'avais découvert ça plus tôt, ma vie aurait été complètement différente. Celui qui doit s'intégrer doit comprendre les codes de l'autre, et l'autre, il doit comprendre les codes et pour qu'on puisse vivre ensemble. Alors justement, je leur en parle pas, je leur fais vivre. Je trouve que le temps et les moyens, c'est pas des vrais prétextes. Oui, donc en fait, on a des règles de fonctionnement qui sont très précises et très guidées, justement sur le fait qu'on ne se porte volontaire que pour soi-même et pas pour les autres. Donc, ce temps-là, il est juste pour exprimer quelque chose de positif qui fait du bien, et les autres n'ont pas le droit de juger, en fait. Bonjour à tous, alors aujourd'hui j'ai le plaisir d'être avec Marie Sureau, qui est notamment prof d'anglais dans la même région que moi en Charente-Maritime, mais également consultante en empathie et sur les compétences socio-émotionnelles. C'est un vrai plaisir de pouvoir te recevoir, de pouvoir échanger avec toi. Et je vais te laisser, comme d'habitude, te présenter et nous dire un petit peu ce qui t'anime dans ton métier, aussi bien sur le côté d'ailleurs dans l'éducation en tant que prof que en tant que consultante. Bonjour Benjamin, enchantée, ravie d'être avec toi aujourd'hui. Donc en fait, moi j'ai un parcours un peu atypique. Et arrivé à l'âge que j'ai aujourd'hui, j'avais envie d'être dans la transmission justement de certaines compétences, et puis de pouvoir, comment dire, pouvoir accompagner des adultes et des ados principalement dans leur questionnement justement. Et je me suis rendu compte aussi récemment, ça fait déjà quelques années, puis là je suis en train de me former de plus en plus, que le développement de l'empathie est vraiment au cœur de mes préoccupations justement, ce côté un peu bisounours pour un monde meilleur, en référence aussi au conte des Chaudoudous de Claude Steiner. Je ne sais pas si tu connais les Chaudoudous. C'est un album jeunesse où justement le village se transmet des bonnes choses les uns aux autres jusqu'au jour où il y a une vilaine sorcière qui transforme les Chaudoudous en boules piquantes, et puis du coup ça perturbe un peu tout le système. Voilà, donc j'ai toujours cette vision un peu du monde un peu idéaliste et utopiste. Et voilà, donc consultante en empathie parce que je me suis formée aux États-Unis pendant le confinement, euh, auprès d'une organisation internationale qui s'appelle AVP, Alternative to Violence Project. Et donc en France, c'est le projet d'alternative à la violence. Et c'est un projet que je développe en France en ce moment aussi, donc qui est basé sur l'éducation populaire. Et en parallèle aussi, j'ai fait beaucoup de formations là depuis 3-4 ans. Et là, cette année, j'ai suivi le DU en neuroéducation à l'Université de Paris, qui m'a permis aussi de mieux comprendre d'un point de vue du cerveau, neurosciences, comment fonctionne l'empathie et son intérêt aussi pour tous les domaines de vie. Et pourquoi justement cette spécialisation sur l'empathie? Pourquoi pour toi c'est aussi important que ça finalement l'empathie? On a vraiment l'impression que c'est un gros déclic pour toi. Ah, c'est un énorme déclic. Quand j'ai suivi ce programme aux États-Unis, ça a été une forme de révélation en fait. Et j'ai pris conscience, je me suis dit, si j'avais découvert ça plus tôt, ma vie aurait été complètement différente. Qu'est-ce qui a déclenché ça? Comme je disais au tout début, j'ai un parcours atypique. Alors, j'ai des enfants atypiques aussi. On commence à avoir les diagnostics qui se posent les uns après les autres. Donc, nous, on est une famille qui est touchée par le TSA, donc le trouble du spectre autistique. Et la vie inclusive, entre guillemets, est très complexe, en fait, quand on est touché par l'autisme. Et et le mot inclusion me dérange toujours un peu, parce qu'en fait, c'est comme s'il fallait inclure les personnes différentes, alors que quand on est sur l'empathie, finalement, chacun a sa place. Et on n'est plus juste sur une inclusion où les autres vont faire l'effort d'accepter les personnes différentes, mais finalement, chacun a sa place au sein du groupe. Et quand on développe l'empathie, on développe aussi la cohésion et le fait d'être tous ensemble au même niveau. En fait, il n'y a pas une personne différente de l'autre.
on a chacun sa place. Donc voilà, c'est un peu ça qui a été le moteur au départ. Et aussi, en 2013, j'ai fait un très gros burn-out, plutôt violent. Il m'a fallu beaucoup de temps pour monter la pente. Et en fait, ce burn-out a déclenché aussi l'envie de mieux comprendre ce qui avait mené au burn-out. Et aussi toujours dans cette envie de transmettre et de pouvoir faire à mon niveau de la prévention ou de la sensibilisation. Voilà. Comment c'est pas forcément une question que j'avais prévue, mais c'est que le sujet m'intrigue aussi. Comment tu expliques l'empathie aux adolescents, par exemple? Je sais pas si ça fait partie des sujets des fois que tu abordes avec eux, que ça soit dans le cadre de ton métier de prof d'anglais ou autre. Comment leur partager justement cette notion-là, surtout à un âge où je pense, enfin moi, si je suis pleinement honnête avec moi-même, j'étais loin d'être empathique quand on était adolescent. C'est là qu'il y a toutes les différences qui se font. On peut des fois, à cet âge-là, être très, très dur dans nos paroles, en plus, sans mesurer vraiment les conséquences derrière. Comment on peut partager justement à des adolescents toutes ces notions d'empathie? Alors justement, je leur en parle pas, je leur fais vivre. J'ai développé un projet dans ma classe qui s'appelle Friendly Classroom, donc la classe bienveillante ou la classe accueillante, qui est basée justement sur ce programme américain. Donc moi, je suis prof d'anglais et j'ai des élèves en spécialité anglais pour le bac en terminale. Et donc, c'était un point intéressant, en fait, parce que ça avait une entrée culturelle et puis ça avait aussi une entrée neuro-éducationnelle. En fait, donc, j'ai fait un regroupement des deux. Et donc, je leur ai fait vivre l'expérience de l'empathie, justement, du développement de l'empathie et des compétences socio-émotionnelles par le biais d'un programme allégé de ce que nous, on propose avec le programme AVP aux États-Unis. Et ça fonctionne plutôt très bien. En fait, l'objectif, c'est d'arriver à créer une cohésion de groupe et de justement les mettre dans une situation où ils vont pouvoir échanger avec les autres, où ils vont pouvoir parler de sujets qui les touchent eux, et après de mettre en commun justement cette expérience. Ils vont mettre en commun tout ce qui se passe. Quel type d'expérience? Si tu veux nous donner un exemple concret exactement. Un exemple. Je suis désolée, j'ai mon lapin qui fait un bruit d'enfer. Je ne sais pas si ça s'entend. Je me demandais depuis tout à l'heure, mais oui, ça s'entend en effet. Maintenant, on connaît le responsable. Le responsable, c'est le lapin qui n'est pas content d'être dans sa caisse. Voilà. Là, niveau empathie, on est bon. Oui, je peux donner un exemple. En fait, tout le succès du programme réside déjà dans le fait qu'on a des règles de fonctionnement qui sont très claires et très précises. J'ai l'impression que Godzilla va sortir de sa cage. Le lapin va s'échapper de la cage d'ici quelques minutes s'il continue comme ça. Oui, donc en fait, on a des règles de fonctionnement qui sont très précises et très guidées, justement sur le fait qu'on ne se porte volontaire que pour soi-même et pas pour les autres. Donc, on ne va pas dire « Eh oh, Benjamin, allez, vas-y, fais l'exercice. » quoi. Je veux dire, on se porte volontaire juste pour soi-même. On se porte volontaire quand on se sent prêt pour le faire. On a une phrase qui est refrain from put downs, donc c'est vraiment d'arriver à sortir toute l'autocritique qu'on peut avoir sur soi-même quand on va faire l'exercice et de ne pas être dans le jugement de l'autre non plus, puisque tout ce qui est fait est déjà mieux que ce qui n'est pas fait. Donc voilà, on a 7 ou 8 règles de fonctionnement que l'on va lire à chaque début. En fait, moi, ce petit programme, je l'ai mis en place en début de semaine pendant 30 minutes. On a 6 heures de cours sur la semaine, donc pendant 30 minutes, c'est l'occasion de parler en anglais et de faire quelque chose justement d'un peu ludique et qui permet aussi d'apprendre à mieux se connaître. Et donc voilà, on a ces règles de fonctionnement et ensuite toutes les activités vont vraiment être très très guidées en fait pendant les 30 minutes. Il n'y a pas de temps pour aller sur ce qu'on appelle du push-pull. Donc on ne va pas aller sur du débat, j'ai raison. On va vraiment chacun exprimer son point de vue et laisser un temps de silence pour accueillir la parole de chacun. Et on n'est jamais dans le jugement en fait. Et ensuite, dans les autres règles de fonctionnement aussi, c'est important. Enfin, ce qu'on met en place, c'est de ne formuler que des phrases positives qui ne contiennent que des mots positifs. Voilà, donc on a des petits exercices, par exemple, où il faut parler de quelque chose que l'on aime vraiment bien faire pendant un temps donné. Et dans la consigne, vraiment, au départ, c'est si j'ai envie de dire j'adore cuisiner, mais je ne suis pas fort pour faire les madeleines, bah, le mais je ne suis pas fort pour faire les madeleines, en fait, on ne le met pas dans la phrase. C'est j'aime cuisiner.
Voilà. Mais ça, après, pendant le DU, on a bien appris aussi comment fonctionnent les neurotransmetteurs dans le cerveau, ce que ça provoque. Et du coup, ça a permis aussi de donner du sens à justement ces exercices de renforcement positif et de développement de l'empathie et de voir ce que ça fait justement au niveau des apprentissages et comment on ouvre justement la porte vers les apprentissages. Et comment comment tes élèves l'ont pris finalement? Parce que c'est pas très courant. Je trouve ça C'est pas génialissime. courant. Et je trouve ça génialissime que tu aies pu intégrer ça parce que finalement, tu as réussi à intégrer ça dans un cours d'anglais, entre guillemets, à la base, un cours d'anglais classique dans un lycée Ouais, finalement, où toi aussi, tu as un programme à suivre, je suppose, ouais. etc., des examens à préparer, etc. Et c'est génial, tu as réussi à intégrer ces notions-là. Comment les élèves l'ont pris finalement? Comment ils l'ont Alors, accueilli? en fait, je leur ai présenté le projet tout de suite en début d'année sous deux angles. Je leur ai dit, voilà, nous, on a un programme qui est très large, en fait. Hein, c'est anglais moderne et contemporain, donc on peut un peu y mettre ce qu'on veut dedans. Et donc, j'ai envie de partager avec vous cette expérience que j'ai découverte aux États-Unis. Donc, c'est un intérêt culturel, parce qu'en plus, renforcement positif, développement de l'empathie sont des soft skills que les Américains développent beaucoup plus que nous à l'école. Donc, ça avait un sens vraiment culturel pour eux. Et ensuite, je leur ai aussi expliqué que cette année, j'étais étudiante à nouveau, que je participais à ce DU donc en neuroéducation à Paris, et que c'était aussi l'occasion pour moi de tester des choses un peu innovantes. Et que s'ils avaient des questions, il suffisait juste de poser des questions à la fin du cours, pas pendant la partie d'activité là, de Friendly Classroom. Alors au début, c'était un peu dubitatif, parce qu'ils n'avaient pas l'habitude. J'ai un élève chez qui ça a provoqué pas mal d'anxiété parce qu'il était perdu dans ses repères. Un jour, il a balancé son sac sur la table. Il m'a dit, mais voilà, mais moi, je ne comprends pas. Dans tous les cours, le premier truc qu'on fait, c'est ouvrir son sac, poser son cahier, gratter, gratter, gratter. Et vous, on arrive, on est là. Oui, alors aujourd'hui, on va assembler des triangles et des carrés pour faire des formes. Voilà. Il m'a dit, c'était pas de l'anglais. Voilà. Au début, voilà. Il y en a quelques-uns qui ont eu un peu plus de difficultés que d'autres. Et puis finalement, en leur expliquant aussi que l'intérêt, c'était pour préparer leur oral, parce qu'ils ont 2 oraux cette année, un oral en anglais et grand oral, que justement, d'arriver à créer cette cohésion de groupe et à développer l'empathie, ça allait faire que le regard des autres allait être de moins en moins jugeant dans la classe et que finalement, ils auraient beaucoup plus de facilité à passer à l'oral devant les autres. Enfin voilà. Et petit à petit, ils sont rentrés dedans et c'est eux qui réclamaient aussi régulièrement Madame, on est mardi là Friendly Classroom, oui, oui. Voilà, donc c'était chouette. Non, on a passé un bon moment, ça leur a plu. Et puis après, on a essayé aussi, dans la mesure du possible, de voir comment transférer ces compétences-là sur d'autres domaines de vie. Ok, tu as pu introduire justement ces notions-là. Donc maintenant, on les a appris un petit peu pour l'anglais, pour le côté examen, etc. Je trouve ça très bien je trouve ça très bien amené avec le côté transition et lien avec l'anglais, justement. Et derrière, tu as réussi à l'amener en disant que ça peut être utile dans d'autres domaines de vie. Oui, 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 oui. Ou alors aussi apprendre d'autres domaines de vie et les amener dans le cours justement pour voir à quel moment. Tu vois, j'ai un de mes élèves qui est très fort en skateboard et beaucoup moins en anglais. Et du coup, ça a été l'occasion aussi d'arriver à voir comment il s'y prend lui pour passer ses obstacles en skateboard. Est-ce qu'il se décourage? Est-ce qu'il se décourage pas? Est-ce qu'il va faire du skate tout seul? Est-ce qu'il va faire du skate avec des copains? Où est sa zone proximale de développement? À quel moment il va justement passer une étape ou pas? Et on a essayé de le transposer justement sur ses cours d'anglais et préparer son oral pour lequel il avait vraiment une anxiété très forte. Ok. Tu disais juste avant qu'aux États-Unis, ils étaient plus en avance que nous dans le système éducatif sur le côté soft skills. Ouais. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu les grandes différences qu'il y a et comment c'est enseigné justement là-bas? Est-ce qu'il y a vraiment des cours à part entière de soft skills ou est-ce que Alors, c'est entré comme tu l'as fait un petit peu toi de ton côté? c'est de l'expérience que moi j'ai. Moi, je ne suis pas encore allée aux États-Unis. Je suis en contact avec plusieurs personnes à différents endroits et différents systèmes scolaires. Ce que je remarque, c'est que et puis moi, j'ai habité à l'étranger pendant longtemps aussi, dans un tout petit pays notamment dans un petit pays qui s'appelle le Luxembourg, où il y a beaucoup d'étrangers. Et justement, cette transmission des soft skills. Ouais, je vais te donner juste un exemple. L'aire de jeu, le parc, ok.
Le grand jeu, c'était pour les parents, en tout cas, c'était d'arriver à deviner de quelle nationalité étaient les parents au parc, juste en regardant comment ils se comportent avec les enfants. Donc, les mamans plutôt latines, les françaises, les espagnoles, les italiennes, surtout les françaises, passent leur temps à hurler derrière leur gamin. Attention, tu vas te faire mal, tu vas tomber, mets un gilet, j'ai froid, reviens là, mouche ton nez. Enfin, voilà, quoi, le système vraiment français qui est assez, je trouve, oppressant pour les enfants, dans lequel j'ai grandi et dont j'ai eu besoin de me sortir parce que je trouvais que c'était beaucoup trop étouffant. Et à contrario, mais pareil, quand j'habitais à Londres, je l'avais déjà remarqué aussi dans les parcs. J'aime bien aller observer les gens dans les parcs. J'adore observer les parents dans les parcs. Et les parents américains et nordiques qui vont être plutôt dans ouais, super, vas-y, c'est bien, allez, t'es déjà monté jusque-là, tu peux aller plus haut. Enfin, voilà, qui vont être vraiment dans le renforcement positif de leur enfant, mais qui vont être beaucoup plus dans l'accompagnement de ce qui est fait plutôt que d'être dans le reproche de ce qui n'est pas fait ou dans la peur de ce qui pourrait arriver, quoi. Et ça, c'est déjà une grande différence. Ensuite, sur le programme par lequel moi je me suis formée, je sais qu'aujourd'hui en Australie, il fait relativement partie intégrante du programme scolaire en Australie. Et là, au Pays de Galles, il y a 17 enseignants qui ont été formés justement pour pouvoir développer ce programme de développement de l'empathie auprès d'écoles au Pays de Galles. Et aux États-Unis, il y a un comité de recherche en éducation dont je fais partie aussi, du coup, où on discute beaucoup justement sur comment intégrer ce programme dans les écoles. Et puis des retours que j'ai avec des personnes que je connais qui vivent aux États-Unis, je vois bien que au niveau des enseignants et des parents, enfin, voilà, on est beaucoup plus dans l'accompagnement de ce qui est super et de ce qui est... Enfin, il y a quand même toujours ce côté un peu un stéréotype de l'Américain qui va être super enthousiaste dès que son enfant fait quelque chose. Mais finalement, les Américains, ils ont beaucoup plus d'aisance à parler à l'oral, ils sont beaucoup plus à l'aise pour faire un exposé. Enfin, voilà, d'être peut-être trop encouragé fait qu'ils développent une estime d'eux-mêmes qui parfois passer pour peu humble aux yeux des Français. Mais alors nous, à contrario, on bloque complètement nos jeunes dans leur expression et ils se retrouvent tétanisés de peur à l'idée de passer à l'oral. Et finalement, j'ai le sentiment que c'est pas que quelque chose en fait qui est en lien. J'avais envie après qu'on aborde ensemble le côté système d'éducation nationale en France, mais finalement c'est même plus que le système en lui-même, c'est culturel. À t'entendre dire, finalement, comme tu dis, les Américains sont beaucoup plus dans le renforcement, dans la confiance. Oui. Pour avoir beaucoup voyagé, notamment aux États-Unis, c'est vrai qu'au début ça surprend, et même si nous on en a conscience, on est très mesuré dans notre manière de nous exprimer. Notre très le français, c'est assez flat language, ils nous disaient toujours assez plat et tout, alors qu'eux sont tout de suite à parler de manière très joyeuse, très volumineuse, etc. Mais c'est plus culturel finalement. C'est complètement culturel. Oui, c'est complètement culturel. Mais tu vois, justement, sur l'intonation, c'est un truc sur lequel on travaille avec les élèves. Ce que je leur dis, si tu veux parler anglais pour qu'un anglophone puisse te comprendre, il faut vraiment aller dans les aigus et dans les graves. Il faut vraiment aller jouer justement avec tous les registres d'intonation, alors que oui, le français, c'est flat language. Et voilà, et on va passer plus de temps à se plaindre qu'à être content de ce qu'on a. Et finalement, on enferme aussi nos enfants dans toutes ces craintes-là Enfin, moi, voilà. Je suis partie de France, j'avais 23 ans, j'en suis revenue à 38. J'ai habité dans plusieurs pays européens et ça a été l'occasion de vraiment observer comment les jeunes grandissent aussi dans d'autres pays. Mes enfants étaient scolarisés au Luxembourg. Moi, j'ai continué mes études aussi à l'étranger quand je suis partie, j'étais étudiante. Et j'avais vraiment besoin d'aller chercher justement comment font les autres dans les autres pays. Parce que moi, j'ai tellement souffert du système scolaire français. Voilà, j'ai 45 ans à l'époque, on ne parlait pas encore de phobie scolaire et puis on n'avait pas trop le choix, on était quand même obligé d'aller à l'école. Je pense que si j'avais été élève aujourd'hui, j'aurais été complètement en phobie scolaire, j'étais en rejet complet de l'institution. Enfin, je n'étais pas du tout une élève modèle. Et j'ai tellement souffert justement de ce carcan et de cet emprisonnement que j'ai vraiment eu besoin d'aller chercher ailleurs et de voir ce qui était fait ailleurs. Et c'est ce que j'ai envie de ramener aujourd'hui ici avec des mots scientifiques qui ont été posés dans le cadre du DU,
avec des protocoles et des démarches qui ont été apprises justement aux États-Unis, et j'essaie de développer ce programme. Et comment ça évolue pour toi, le système éducatif, justement, en France à l'heure actuelle, sur toutes ces notions de soft skills? On a le sentiment quand même que même s'il y a un grand écart, en effet, Ouais. est-ce que ça va un petit peu dans le bon sens? Est-ce qu'il y a des choses quand même qui sont porteuses Mais d'espoir, alors, justement, là-dessus? oui, au niveau institutionnel, on va dire, il y a une grande volonté d'avancer. Il y a plusieurs, en interne dans l'éducation nationale, on a plusieurs cellules qui s'appellent des CARDI, donc c'est la recherche en innovation pédagogique, qui essaie justement de chercher des enseignants qui sont sur l'innovation pédagogique. Après, sur le terrain, ça reste encore délicat. Voilà. Il faut que ça bouge un peu, quoi. Et quand tu dis sur le terrain, c'est plus les enseignants, justement, ou c'est plus il manque le moyen? On a beaucoup de retours, justement, des fois où les programmes sont tellement surchargés. Je parle plus pour les institutrices, vu que nous, on est sur les 6-11 ans avec les kits Osmose, qui ont déjà des programmes qui sont tellement, tellement chargés que finalement, même avec des fois avec la meilleure volonté du monde, ils ont très peu de temps, très peu de moyens, justement, pour partager Alors, ces notions-là. je trouve que le temps et les moyens, c'est pas des vrais prétextes. Parce que finalement, tu vois, moi, ça me prenait 30 minutes dans la semaine et avec zéro moyen, quoi. Il y a un jeu qui est génial, il faut juste l'imprimer, ça prend 3 pages, des ciseaux, on découpe. Des activités d'éducation populaire, on en trouve facilement en ligne. Le temps, ça se prend. Après, tout est dans la démarche, en fait, de savoir si j'ai envie de le faire ou pas. Et surtout, ce qui me semble vraiment plus qu'important, c'est d'avoir une formation justement sur le fonctionnement du cerveau, la neuroéducation, les neurotransmetteurs, comment fonctionne le cerveau. Et je pense qu'à partir du moment où on sait comment fonctionne le cerveau, on ne peut plus être contre. Parce que pour le moment, il y a aussi encore des personnes, aussi bien chez les parents, enfin chez tous les adultes en fait, hein, qui vont être un peu dans le rejet en se disant que c'est beaucoup trop de démagogie, qu'on est beaucoup trop laxiste, qui n'en voient pas vraiment l'intérêt puisque eux-mêmes ont grandi dans ce système et ont dû trouver qu'il était efficace puisqu'ils ont réussi à réussir leur vie, ils ont toujours eu des très bons résultats scolaires, ils ont pu accéder à des bonnes universités, à des filières sélectives. Et quand on quand on est très scolaire en fait et qu'on entre dans toutes les cases, on ne perçoit pas forcément l'intérêt justement de développer les soft skills puisqu'on correspond à une forme de norme en fait. Mais à partir du moment où on est plus trop dans cette norme, où on a des besoins particuliers, des besoins spécifiques, où on a un regard sur le monde qui est un peu différent, on a vraiment besoin de développer ces soft skills. Et en tout cas, on a besoin que les autres les développent, justement pour être acceptés avec nos particularités, avec notre regard sur le monde, sans être jugé extraterrestre ou personne étrange ou personne bizarre. Voilà. Je suis allée voir Joseph Chovanec il n'y a pas très longtemps en conférence. Donc, je ne sais pas si tu connais Joseph Chovanec. Il est autiste sévère hein, et avec une très, très grande efficience intellectuelle. C'est un super orateur et il s'exprime très bien en public. Pour un autiste, ça peut sembler être un peu étrange, mais il s'exprime très bien en public. Et en fait, il m'a beaucoup ému à sa conférence en disant qu'il s'était beaucoup posé la question de savoir pourquoi l'autisme existait, puisque les autistes sont souvent montrés du doigt et peu intégrés dans la société, et qu'à force de réfléchir, il avait fini par se dire que la nature est feignante, qu'elle ne crée rien pour rien, et que finalement, si les autistes existent, c'est pas juste pour emmerder le monde des neurotypiques, mais c'est aussi parce que notre vision du monde, elle est tellement différente qu'elle permet aussi de faire avancer des choses. Et que s'il n'y avait pas ce regard divergent sur le monde, on resterait vraiment toujours bloqué dans les situations dans lesquelles on est et finalement, on ne chercherait pas à avancer. Et quand on y réfléchit, une grande majorité des personnes qui ont fait bouger des choses dans le monde étaient neuroatypiques. Mais étaient aussi en grande souffrance. Voilà. C'est, mon idée aussi, c'est d'arriver à mon niveau, avec mon humilité et mes petits moyens, c'est-à-dire pas grand-chose pour le moment, d'arriver à pouvoir participer à diminuer cette souffrance, justement.
que la créativité, elle n'est pas forcément liée à la souffrance. On peut aussi être très créatif sans souffrir. Complètement. Est-ce que tu peux nous préciser un petit peu ce que tu entends par un enfant neuroatypique ou une personne neuroatypique? On va rester plus Neuroatypique, sur les enfants oui. neuroatypiques, sachant que c'est une notion quand même, j'ai le sentiment qu'on en parle de plus en plus. Moi, je l'ai découvert très récemment. Je me suis amusé à aller creuser le sujet à fond pour moi-même, à faire les Ouais, tests, les différents tests de l'HPI, etc. Et du coup, ça m'a expliqué pas mal de choses sur mon enfance ouais. et tout, et c'était passionnant. Euh, Comment arriver à je pense que c'est pas du tout le bon terme, hein, mais je trouve pas mieux là, mais les symptômes, entre guillemets, comment arriver à se Oui, oui. dire à mon enfant potentiellement, il est neuroatypique et comment gérer les choses par la suite. Ouais, alors on dit neuroatypique. Alors à la base, c'était plutôt pour les TSA, les troubles du spectre autistique, et puis finalement maintenant on le développe avec ce qu'on appelle les TND, les troubles neurodéveloppementaux. Donc dedans, on met donc le TSA, trouble du spectre autistique. On met le TDAH, donc le trouble de l'attention avec ou sans hyperactivité. On met tous les 10. Et des 10, il y en a plein, hein. Il n'y a pas que la dyslexie. Il y a la dyspraxie, la dyscalculie, la dysgraphie, dysorthographie, dyschromatie, c'est quand on est daltonien. Enfin voilà, il y a plein de 10. Le HPI n'en fait pas exactement partie en fait, parce que c'est pas un trouble neurodéveloppemental, le HPI. Ok. Après, bon là, en ce moment, ça fait quand même plusieurs années, presque 2 décennies que je m'intéresse au HPI. On arrive à un point là au niveau de la recherche et des avancées où il y a des choses nouvelles qui vont sortir, parce qu'il y a des nouvelles études qui sont en train d'être faites, qui remettent pas mal en question justement le HPI tout seul. Et comme on avance de plus en plus dans la recherche sur l'autisme, on découvre aussi pas mal de choses. Donc voilà. Donc ça, ce sont les TND, donc neuroatypiques. Et comment on reconnaît un petit zèbre, entre guillemets, déjà par l'échange entre pairs, PAIR-S. Quand on est parent, on se rend très très vite compte que son enfant n'est pas comme ceux des autres, pas forcément par son regard à soi, mais plutôt par le regard des autres. Tu veux dire Voilà, plus un jugement qu'il y aurait des autres finalement sur c'est notre un jugement enfant? des autres. Ouais, j'y réfléchissais là dernièrement, et c'est vrai que bah, tu vois, moi j'ai 3 enfants. La première, elle était très en avance d'un point de vue moteur et découverte du monde. Et pour moi, ça me semblait juste normal en fait, et c'est le regard des autres. Tu vois, c'est quand tu es dans la file d'attente à la poste et que tu as une mamie qui vient et qui te dit: Ah, il a quel âge ce petit bouchon? Bah, elle a 3 mois. Oh, bah, dis donc, elle a les yeux grands ouverts, elle tient bien sa tête. Enfin, oh, bah, et puis après, voilà, il y a la confrontation avec les autres enfants des amis, de la famille. Et puis, voilà, il y a souvent des remarques. Bah, dis donc, elle a marché de bonne heure. Oh, t'as vu les phrases qu'elle fait. Ça, c'est quand ils sont très en avance. Et puis, il y a aussi, à contrario, quand ils sont très en retard sur certaines choses. Ou voilà, bah, dis donc, elle a 3 ans, elle parle toujours pas. Bah non, non, elle a 3 ans, elle parle toujours pas. Voilà. C'est Des comportements. important, je trouve ce que tu dis, c'est que ça va vraiment dans les deux sens. C'est-à-dire qu'un neuroatypique peut être en avance sur certaines choses, comme en Ouais. retard sur d'autres choses. Ça va Bah vraiment dans les oui, deux oui, oui, sens. oui. Bah après, nous, je te disais, on est plus touchés à la base par l'autisme. Et j'ai des enfants, j'en ai 2 sur 3 qui sont validés autistes, mais avec une très grande efficience intellectuelle. Et pour autant, j'en ai une des deux qui a parlé qu'à 3 ans, qui était mutique jusqu'à presque 3 ans, qui ressemblait plus à un animal sauvage qu'à un enfant. Tu vois, j'allais y venir. C'est quoi les symptômes? Bah, moi, ma gamine, elle vivait en hauteur, quoi. Donc, à 11 mois, elle escaladait tout ce qu'elle pouvait, et on ne la cherchait pas au sol, en fait, on la cherchait en hauteur. Et elle supportait aucun vêtement sur elle, donc c'était compliqué. Voilà, c'est ce genre de petits détails, ou par l'alimentation aussi, hein, des enfants qui vont avoir des routines alimentaires vraiment très figées, qui vont être très sélectifs dans ce qu'ils mangent. Bon, après, il y a tous les fameux symptômes, entre guillemets, des chaussettes, des coutures de chaussettes, des étiquettes de vêtements, des enfants qui vont vite se mettre les mains sur les oreilles parce qu'il y a trop de bruit, ou qui vont tout le temps cligner des yeux. Enfin, on va vite remarquer l'hypersensibilité quand même, quoi. Surtout quand ils sont dans les aires de jeu, et qu'on voit que quasiment tous les gamins ne semblent pas gênés par l'avion qui passe, et il y en a un au milieu qui est là, ah,
comme ça, qui se bouche les oreilles. On se dit bon. Puis petit à petit, tout mis bout à bout, tu sais qu'il y a peut-être un truc, quoi. Et, et qu'est-ce qui est justement quand tu commences à dire il y a peut-être un truc, comme tu viens de dire, toi en tant que parent qui est passé par là, qu'est-ce que tu conseillerais entre guillemets aux parents pour faire face, accepter peut-être déjà dans un premier temps cette situation et comment Ouais, le alors vivre? accepter et vivre, ouais. Alors nous, on a fait les diags hyper tard, on va dire. On n'a pas fait faire les bilans tôt. Parce qu'en fait, j'avais envie de leur donner une chance de s'ouvrir et de ne pas rester renfermés dans une case. On avait peur que si on les faisait diagnostiquer trop tôt, après qu'on leur colle trop vite une étiquette et que nous, on n'aurait pas eu les mots pour expliquer à un petit bouchon de 3 ans ou de 4 ans ou de 5 ans ce que ça voulait dire et ce qu'il allait falloir mettre en place, en fait. Donc, on les a fait diagnostiquer assez tard, c'est-à-dire entre 10 et 12 ans. Et c'est pas pour autant que ça a été simple tout le temps. Je veux dire, j'en ai une qui a été déscolarisée à 7 ans en CE1, donc ça n'a pas forcément été simple. Mais c'est pour autant, on n'a pas forcément fait tous les bilans à ce moment-là. Là, on est en train d'avancer. On avait fait certains, mais pas tout. Et là, on est en train d'avancer. Le lapin. A-t-il réussi à sortir de sa cage? Non, toujours pas. Toujours pas. Je crois qu'il a chaud. Et en fait, pour accepter, je pense qu'il faut déjà être... Parce que les troubles neurodéveloppementaux ont quand même un caractère héréditaire. Il faut aussi avoir la capacité à regarder sur soi et à se demander qu'est-ce que ça aurait pu changer à ma vie si moi aussi on m'avait diagnostiqué ou si j'avais pu avoir des outils. Pour moi, un diagnostic, ça ne doit pas être enfermant. Ça doit être un outil pour apprendre à vivre dans le monde. Et aller dire mon enfant il est comme ça et point. Non, mon enfant il est comme ça. On a fait des efforts pour s'adapter à vous et maintenant j'aimerais que vous fassiez des efforts pour s'adapter à lui pour que justement il puisse bien grandir et bien s'ouvrir. Ça me semble déjà être une démarche beaucoup plus positive. Parce que finalement, quand on se renferme chacun sur sa position, on retourne sur le push-pull, je te pousse, je te tire, je te pousse, je te tire, et on revient sur une bataille de chiffonniers où tout le monde cherche à avoir raison et personne n'a raison, personne n'a tort, mais au final, il ne se passe rien. Et que du coup, pour que ça avance des deux côtés, aussi bien du côté des parents, enfin des deux côtés, de tous les côtés, parents, enfants, famille, parce qu'il y a aussi les grands-parents, les oncles, les tantes, les cousins, enfin c'est un grand système, hein. Et l'école, c'est important d'avoir les clés et d'envisager le diagnostic plus comme une boîte à outils et de pouvoir se dire ah bah ok, ma gamine elle est dyspraxique, ça veut dire que bah ouais, elle a des bleus partout parce qu'elle se prend toutes les portes et toutes les tables. Je vais pas mettre de la mousse partout. Par contre, on va essayer d'aller travailler avec une activité genre de la batterie à la musique ou faire du cirque, je sais pas, faire des activités justement pour aller développer sa proprioception, son repérage dans l'espace, voilà. Elle, au niveau communicationnel, c'est pas son fort parce que c'est une autiste mutique sélectif. Et bien justement, qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour aller ouvrir à la communication à l'autre? Qu'est-ce qu'on va mettre en place pour qu'elle comprenne l'intérêt d'aller parler à des personnes, même si ça lui semble pas utile en fait. Et ouais. Et donc, le conseil entre guillemets, ce serait de voir chez soi qu'est-ce que ça aurait changé à ma vie, à moi, si moi j'avais eu les mots posés et comment je peux aider mon enfant en fait. Ouais. Se dire une fois que le diagnostic est posé, entre guillemets, comment je peux faire pour l'aider justement vis-à-vis de qui il est naturellement maintenant. C'est ça, sans le transformer. On ne va pas aller sur de la thérapie de conversion, mais d'arriver à lui offrir le plus d'outils possible pour arriver à s'en sortir dans la vie ordinaire avec des personnes ordinaires en face et dans un milieu ordinaire qui est quand même guidé par la norme. Et on est quand même obligé de se conformer à une forme de norme dans différents domaines de vie. Si je vais acheter mon pain, il faut quand même que je sois polie avec la boulangère. Voilà, il y a des codes sociaux.
et atypique ou pas atypique, on est censé se conformer à ces codes sociaux justement pour que tout le monde puisse vivre ensemble. Mais c'est comme dans tout processus d'intégration, en fait, c'est des deux côtés. Celui qui doit s'intégrer doit comprendre les codes de l'autre et l'autre, il doit comprendre les codes pour qu'on puisse vivre ensemble. Et c'est montré que oui, ça marche vraiment des deux côtés finalement. Et que des fois, ça C'est va ça, peut-être que dans un sens, mais ça va vraiment dans les deux oui, sens justement pour que ça marche bien. c'est ça. Et c'est là où le terme inclusion me dérange en fait, parce que l'inclusion veut juste dire qu'il y a les normaux qui intègrent les pas normaux. Et en fait, ça me dérange. Par contre, développer l'empathie chez tout le monde permet justement qu'on soit neuroatypique ou pas neuroatypique, finalement, on reste des êtres humains au sein d'un groupe et chacun a sa pierre à apporter à l'édifice. Et comme ça, c'est le mieux vivre ensemble, finalement. Oui, complètement. Et justement, sur ces compétences qui font partie, justement, qui aident à intégrer tout le monde, sur ces compétences socio-émotionnelles, c'est vraiment le truc qui nous tient à cœur. C'est pourquoi on a cofondé Osmode, parce qu'on est convaincu que si on les enseigne dès le plus jeune âge, ça peut changer énormément de choses. Et donc, notamment, qu'il y ait plus d'empathie dans les deux sens, pour des neurotypiques ou neuroatypiques. Comment arriver à intéresser un maximum les enfants sur ces notions-là, justement, de socio-émotionnelles? Comme toi, tu as réussi déjà un petit peu à le faire avec le cours d'anglais, finalement, c'est leur faire vivre des expériences, finalement. Ouais. C'est peut-être le meilleur moyen. Oui, mais nous, on l'a pratiqué. Alors, mes enfants rigolent, mon compagnon aussi. Ils disent tous qu'ils ont été cobayes avant que je me lance avec d'autres cobayes. Mais déjà, de le pratiquer à la maison, c'est chouette. Et pareil, ça ne demande pas beaucoup de temps. Beaucoup de temps et beaucoup de moyens. C'est juste l'envie. C'est des petits jeux qu'on peut faire le soir au moment du repas. C'est s'imposer quelques règles de fonctionnement à la maison. On va repartir à la base. Ça va être pas de téléphone portable pendant les repas. Nous, on va même plus loin. Hein. On est sur pas de téléphone portable entre le moment où on commence à... déjà, ils sont peu utilisés finalement le soir. Mais voilà, les enfants, j'ai des ados, donc il y a des portables. Elle les pose en rentrant de l'école et elle les retrouve sur un petit temps après le dîner. Ça veut dire qu'il y a tout ce temps-là où on va pouvoir préparer le repas, mettre la table, où on n'est pas dérangé par le téléphone portable. Bon, mes filles vont écouter peut-être ça, elles vont rigoler, vont dire maman, c'est pas toujours vrai, parce que des fois elles sont portables. Bon. Mais globalement, d'essayer d'être le moins envahi possible par son portable. Et puis après, ça on l'a fait pendant longtemps. Maintenant, nous à la maison, on le fait plus parce que c'est un peu maîtrisé. Donc voilà. C'est des petits exercices tout mignonnés, une fois de temps en temps. Il ne faut pas que ce soit tous les jours à tous les repas, parce qu'après, c'est un peu redondant, un peu fatigant. Puis ça perd son sens aussi. Mais c'est par exemple, de proposer à chacun de dire à son voisin de droite quelque chose qu'il apprécie chez lui. Ouais. Et puis, plusieurs jours plus tard, après, on peut proposer de faire un cadeau virtuel à quelqu'un qui est assis à table. Donc, ma fille, si je pouvais t'offrir un cadeau, je t'offrirais la capacité à pouvoir goûter des nouvelles choses quand tu dois manger chez quelqu'un. Voilà, des petits cadeaux comme ça. Où on met aussi des règles de fonctionnement, c'est-à-dire que on ne peut jamais utiliser ni l'ironie, ni le cynisme, ni le sarcasme sur ces moments-là. Chacun a droit à sa part de sacré aussi. On a tous nos failles et on n'a pas envie d'être blessé sur nos failles. Donc, quand on est sur ces activités en famille, on repose bien le sacré. C'est-à-dire que si pour un enfant, ses difficultés d'écriture sont vraiment quelque chose qui va le blesser, on ne va pas aller lui offrir un cadeau virtuel pour que tu écrives mieux, parce que du coup, ça va lui rappeler qu'il n'arrive pas à écrire. Voilà, ça peut être vite blessant. Donc, déjà, de respecter cette part du sacré, ça n'a rien de spirituel, hein, c'est juste, c'est personnel, ça appartient à chacun. C'est aussi faire des jeux coopératifs plutôt que des jeux d'affrontement. C'est aussi transmettre la capacité à trouver des consensus. Bon, ça après, si en tant qu'adulte on ne le maîtrise pas trop, c'est peut-être plus difficile de transmettre aux enfants. Mais ça s'apprend aussi même quand on est adulte, arriver à faire des consensus. Nous, il y a un petit jeu qu'on aime bien qui est utilisé aussi en entreprise dans les activités de team building.
C'est donc des petites formes géométriques. Alors, je ne l'ai pas sur moi. C'est des formes, on le trouve en ligne. Ils s'appellent les carrés cassés, broken squares en anglais. Donc, il y a 6 carrés, comme le tangram, tu vois, le tangram avec des formes géométriques. Donc, il faut découper. Donc, il y a des triangles et des carrés. Et chacun récupère des formes géométriques. Et ensuite, dans le silence, en fait, c'est en silence. Et on n'a pas le droit d'aller piquer les formes géométriques de son voisin. Juste en silence et dans l'observation, en fait, il faut arriver à construire ensemble 6 carrés. Ça marche. Donc vraiment le côté coopératif qui est à Oui, fond justement, où oui, ensemble, on oui, va essayer de construire ces 6 carrés tous oui, ensemble. c'est ça. Et pour moi, la clé aussi, c'est de faire des activités courtes, ludiques, où on sait qu'on va rire, en fait. Où on va de vraiment cadrer pour qu'on se fasse jamais de peine et qu'on vexe personne, et que ce soit très court, en fait. Et pas un truc ritualisé, oh là là, maman va encore nous casser les pieds avec ces machins. Non, c'est en tant que parent d'arriver à faire ces petites recherches, à aller chercher justement des idées, à le préparer en amont dans sa tête, à bien avoir, par exemple sur le jeu des carrés, de bien connaître sa petite famille pour savoir comment répartir les formes géométriques, parce qu'il y a une pile, parce qu'en fait il y a des lettres sur les formes, il y a une pile où la personne peut faire un carré toute seule, mais si elle fait son carré toute seule, les autres ne peuvent pas faire les leurs. Et donc, de bien connaître sa petite famille avant pour savoir à qui on peut le donner, quel est celui, par exemple, qui est le plus mauvais joueur ou celui qui, justement, va être le meilleur joueur. Enfin, voilà, selon ce qu'on veut cibler, mais que ça reste court. Et puis, si on voit que ça tourne en jus de boudin, on arrête le truc. On dit, bah, c'était pas pour aujourd'hui, c'est pas grave. C'est pas parce que la dame dans la vidéo, elle a dit qu'il fallait faire ce jeu-là qu'il faut le faire jusqu'au bout et faire pleurer tout le monde, quoi. C'est vraiment de rester fun. Enfin, c'est voilà, la transmission de l'empathie, c'est aussi de rester sur des activités ludiques qui doivent faire plaisir. Parfois, c'est aussi pouvoir exprimer la gratitude de la journée ou de partager avec les autres quelque chose de vraiment positif et sympa, ou une action qu'on a faite pour quelqu'un qui a rendu quelqu'un heureux. Enfin, voilà, c'est assez introspectif et puis on est dans le partage aussi. Enfin, il y a tellement d'outils que ouais. Ouais. Ben non, puis même, il y a une notion juste importante, et c'est vraiment ça qui nous tient à cœur avec ce qu'on propose, les différentes activités qu'on propose avec Cosmos, c'est le rire, tu l'as dit. Je pense que c'est hyper important, que ça reste des choses ludiques, où on va passer un bon moment, où ça va être agréable, pour C'est pas ça. justement que les enfants, des fois, peuvent associer le côté socio-émotionnel, développement personnel, et bref, tout ce qui gravite Oui, autour, oui, comme quelque chose qui va être chiant, disons-le. On va s'imaginer tout de suite un énorme oui, c'est ça, pavé quoi. de Ouais. développement personnel ou autre, alors qu'en fait, ça peut juste être drôle et ça peut s'apprendre de manière très ludique avec un petit jeu de 15 minutes qu'on fait assez régulièrement, et les enfants vont retenir petit à petit ces notions-là. C'est ça. Ou juste parfois, juste prendre le temps de faire un jeu avec juste un seul de ses enfants. Ouais. Ou de proposer une petite activité à un seul des enfants. Ça va prendre 10 minutes dans la journée et on sait que pendant ces 10 minutes, on est là juste pour l'autre. Après, par exemple, les autres exercices aussi qu'on utilise, là, il avait vraiment un intérêt en classe au niveau de l'expression orale, parce il faut parler, mais ça a aussi un intérêt quand on est en famille, c'est de donner un temps. Alors, entre adultes, on travaille sur 3 minutes. Et 3 minutes, c'est long pour des enfants. Mais c'est un temps, on va dire peut-être 1 minute si on est sur le repas du soir, ou 1 minute. Et chacun va avoir le temps, pendant 1 minute chronométrée, de dire un truc positif. Alors après, un truc positif, ça peut être ce qu'il aime chez lui, ce qu'il aime faire, ce qu'il a aimé dans sa journée. Et c'est pendant 1 minute où tous les autres membres de la famille vont être en écoute active. Okay. Et donc ça s'apprend aussi l'écoute active, montrer, voilà, comme tu es en train de faire, voilà, d'être en écoute active. Mais on n'a pas le droit de s'interrompre. Okay. Pas le droit de s'interrompre, pas le droit de juger, il n'y a rien de négatif. Et de juste avoir ce petit temps où on peut s'exprimer en entier. Et après, une fois que la personne a fini de parler, on ferme le truc. Et surtout, on ne revient pas rebondir dessus en disant dis donc, quand tu as dit que tu étais trop fort aux billes à l'école, c'est pas vrai, Non. Ça, on cadre tout de suite. C'est vraiment que ça devienne vraiment précis. C'est ce temps-là, il est juste pour exprimer quelque chose de positif qui fait du bien. Et les autres n'ont pas le droit de juger, en fait. Okay. On ne juge pas. On a le droit de laisser un silence juste pour apprécier ce moment-là. Et après, on peut passer à l'autre, quoi. Trop bien.
Et qu'est-ce que tu dirais pour conclure, juste une dernière question, Marie, vis-à-vis de tout ce qu'on s'est dit. C'est beaucoup de parents qui nous écoutent, qui ont l'envie. Tu parlais beaucoup à plusieurs reprises, tu as mentionné le côté, c'est avant tout une envie finalement de partager toutes ces notions-là. Des fois, ça doit, je pense, t'arriver, ça m'arrive, ça arrive à beaucoup de personnes. Des fois, on est rattrapé par notre quotidien, on est dans le rush de notre Ouais. quotidien, aussi bien d'un point de vue perso que pro, et on a pourtant l'impression de faire le maximum, mais on ne fait pas aussi bien. Un dernier conseil, un dernier, juste, ou peut-être même pas un message que tu aurais à leur passer justement à ces personnes qui ont vraiment l'envie de bien faire, qui ont l'envie de partager ces notions-là, mais qui des fois sont pris juste dans le quotidien, en fait, tout simplement. Ça nous arrive à tous. Et pour moi, je pense que la chose la plus importante, c'est de le verbaliser et d'arriver à dire à son enfant, tu vois, là, vraiment, au fond de moi, j'ai vraiment envie de réussir à pas m'énerver, à pas me fâcher, à pas te demander de te dépêcher, parce que c'est vraiment injuste. Mais là, vraiment, là, je suis hyper stressée parce que... et d'être honnête aussi, hein. Enfin, genre, on n'a pas besoin de rentrer dans tous les détails avec ses enfants, mais d'être honnête. En ce moment, j'ai un gros projet au boulot, ça me prend toute mon énergie dans ma tête, et là, vraiment, je suis désolée, mais je suis pas dispo, quoi. Ou d'arriver aussi à décaler le moment en disant alors écoute, mon petit bout là, je sais que normalement notre temps à nous il est maintenant, mais là tu vois j'ai une journée super compliquée, je me suis pris la tête avec une collègue, il y a des trucs qui n'ont pas marché comme je voulais, il y avait des bouchons, hein, est-ce qu'on peut juste attendre, toi tu vas faire autre chose pendant ce temps-là, on décale ce moment, tu laisses mon temps à moi pour que j'aille boire un verre d'eau fraîche, que je prenne une douche, j'en sais rien. Et on se retrouve après, en fait. Mais on donne un timing. Là, j'en ai pour 20 minutes. Et puis on se retrouve après. Et puis si dans 20 minutes, ça va toujours pas, bah, je te le dirai, en fait. Et à mon sens, ce qui est important, c'est d'être transparent. Et de ne pas renvoyer, promener l'autre, en fait, sans lui expliquer, quoi. Mais de vraiment être transparent et de dire, bah, là, en fait, je suis super fatiguée. Parce qu'il y a des trucs qui m'ont tracassé. Voilà. Et c'est pas un aveu de faiblesse, au contraire. Je trouve ça permet aussi à l'enfant de mieux comprendre pourquoi parfois on est fâché, pourquoi parfois on est en colère, pourquoi parfois on s'énerve. Et finalement, c'est pas parce que papa ou maman a pété un câble ou parce qu'il est méchant, mais c'est aussi parce qu'on a ces tracas. Et après, on peut transférer la. Bah, tu vois, là, aujourd'hui, tu rentres, tu es fâché de l'école. Bah, tu vois, Ouais, parfois, maman, elle rentre du boulot. Moi, je rentre du boulot. Parfois, je suis fâchée aussi. Voilà. On a tous nos humeurs, en fait. Et je pense que c'est oui. important. Et c'est chouette parce que c'est avec des situations du quotidien, finalement, qu'on arrive à leur expliquer ces différentes notions-là et de les caler de temps en temps, Bah, c'est justement. ça. Je veux dire, les compétences socio-émotionnelles, c'est aussi arriver à reconnaître les émotions. Ouais. Et les reconnaître, c'est aussi connaître les déclencheurs, savoir ce qui fait du bien, savoir ce qui rend fatigué. Et, et d'être dans la compréhension de l'autre. Bah, tu vois, moi aussi aujourd'hui au boulot, il y avait beaucoup trop de bruit, il y a trop de gens qui ont parlé, il y avait des réunions qui étaient interminables, je me suis ennuyée pendant 3 heures. Je comprends ce que tu vis à l'école. Oups, pardon. Et, et du coup, tu vois, je suis un peu grincheuse. Génial. Bah, merci beaucoup, Marie, pour ton temps. Merci pour tous ces partages et à très bientôt. Et vraiment, merci pour tout ça. Bah, merci à toi de m'avoir proposé d'intervenir. C'était un vrai plaisir.